L'évaluation de l'état des milieux, IEM, et des risques sanitaires, ERS, est mise en œuvre dans le cadre du suivi réglementaire des installations classées pour la protection de l'environnement. Elle est un élément de l'étude d'impact requis par l'article R122-5 du Code de l'environnement, pour l'analyse des effets d'une installation sur la santé. La démarche intégrée, présentée ici, a pour but d'apporter des éléments d'appréciation pour la gestion des émissions des installations classées et de leur impact sur l'environnement. Ceci se fait sur la base des résultats de l'évaluation de l'état des milieux et des risques sanitaires liés à ces émissions, dans un contexte populationnel et environnemental donné. Cette démarche est présentée dans le guide INERIS, la démarche intégrée d'évaluation de l'état des milieux et des risques sanitaires. L'ERS a été introduite en France dès 2000, sur des bases scientifiques définies aux USA dans les années 1980, et traduite en pratique dans 2 guides publiés par l'INVS en 2000 et par l'INERIS en 2003. Les principes de l'IEM ont été définis en France en 2007, dans le contexte de la gestion des sites et sols pollués, et formalisés dans un guide et dans la circulaire du 8 février 2007. La circulaire du 9 août 2013 a intégré ces 2 méthodes complémentaires dans une seule démarche et l'impose pour les installations soumises à la directive relative aux émissions industrielles, dite directive IED. La circulaire demande une analyse qualitative des effets sur la santé pour les autres installations soumises à autorisation. La démarche IEM-ERS peut être mise en œuvre dans des demandes d'autorisation environnementale, dans le cas d'installations nouvelles ou d'installations existantes substantiellement modifiées, ou dans des demandes de dérogation à l'application des meilleures techniques disponibles. En dehors de ces cas, la démarche peut être prescrite par un arrêté préfectoral complémentaire, mais aussi réalisée à l'initiative de l'exploitant, par exemple dans le cas d'impact avéré sur l'environnement ou suite à des plaintes de riverains. Enfin, elle peut être réalisée sur des installations qui n'ont jamais été étudiées selon la démarche IEM-ERS, ou si les données qui ont servi à établir une IEM-ERS précédente ont significativement évolué. La démarche IEM-ERS porte sur les risques chroniques, c'est-à-dire des expositions à long terme, durée supérieure à 1 an. Elle peut également se justifier dans le cas d'émissions discontinues ou irrégulières de substances à effet aigu ou subchronique. Enfin, elle concerne l'impact sur les personnes extérieures à l'installation. Il faudra donc connaître les populations avoisinantes et leurs caractéristiques qui peuvent les rendre plus ou moins vulnérables, les milieux d'exposition, eau, air, sol, les usages de ces milieux qui peuvent conduire à des expositions spécifiques. La démarche IEM-ERS se compose de 4 étapes. L'évaluation des émissions, l'évaluation des enjeux et des voies d'exposition, l'évaluation de l'état des milieux et l'évaluation prospective des risques sanitaires. L'évaluation des émissions est l'étape préalable à toute étude. Elle doit se mener du point de vue qualitatif par un inventaire des substances émises, à minima les substances identifiées dans l'arrêté préfectoral et les arrêtés ministériels applicables, des types et caractéristiques des sources possibles. Elle doit aussi se mener quantitativement en établissant un bilan chiffré des flux réels et prévisibles. Ceci pourra être estimé par exemple sur la base de mesures, de retours d'expérience ou de bilan massique de l'installation ou d'installations similaires, de guides sectoriels ou de documents brefs du secteur, de valeurs limites d'émissions applicables et des niveaux d'émissions associés aux meilleures techniques disponibles, de modèles et de facteurs d'émissions, d'inventaires régionaux, nationaux et internationaux, de bases de données en ligne. Les bilans qui vont en résulter peuvent être réalistes, pour la hiérarchisation des substances et pour orienter le contrôle des émissions et la surveillance environnementale, ou majorant pour la validation des valeurs limites d'émissions. Enfin, on vérifiera la conformité réglementaire des émissions sur la base des arrêtés préfectoraux et des arrêtés ministériels génériques, des niveaux d'émissions associés au MTD, appelés BAT-AEL, des dérogations éventuellement accordées. L'évaluation des enjeux et des voies d'exposition commence par le choix de la zone d'étude. Il est courant de choisir la zone d'enquête publique de l'installation concernée. Appliquée plus tard dans la démarche, la modélisation permettra de préciser ce choix. On devra ensuite déterminer les populations susceptibles d'être exposées, en faisant particulièrement attention aux populations les plus exposées, proches de l'installation, sous le vent dominant, etc., ou les plus vulnérables, malades, jeunes enfants, personnes âgées, etc.
Les usages des milieux seront étudiés, car ils peuvent mener à des expositions plus ou moins fortes. Culture, parcs et jardins, captage d'eau, activités de loisirs et professionnels. De nombreux sites et bases de données permettront d'en savoir plus sur les populations et les usages. Géoportail, Géorisque, Infoterre, annuaire de l'éducation nationale ou des établissements sanitaires. Pour comprendre les enjeux et les préoccupations dans la zone d'étude, on pourra également s'appuyer sur les études épidémiologiques locales, les associations, les plaintes de riverains, etc. Les substances pertinentes seront choisies notamment sur la base de leur toxicité et de la quantité émise. Leur spécificité à l'installation étudiée, leur devenir dans l'environnement et la sensibilité des populations seront aussi pris en compte. Une recherche des données relatives aux effets toxicologiques concernant les substances choisies sera réalisée à partir du portail Substances chimiques de l'INERIS et de bases de données de référence, par exemple celles de l'OMS, de l'ANSES ou de l'ECHA. Cette recherche permet l'identification précise des dangers liés à ces substances et la recherche des relations dose-réponse appelées valeurs toxicologiques de référence ou VTR. Ensuite, on cherchera les cheminements par lesquels les substances peuvent parvenir jusqu'aux populations ou voies de transfert. Transfert réciproque entre eau, sol, air, transfert par l'air, le sol ou l'eau jusqu'à des aliments, etc. Pour chacun de ces cheminements, on évaluera les 3 voies d'exposition possibles, l'inhalation, l'ingestion et l'exposition cutanée, souvent négligeable. Résultat de cette première phase de la démarche, le schéma conceptuel d'exposition va faire la synthèse des relations qui existent entre les sources de pollution, les milieux et les vecteurs de transfert entre milieux, les voies d'exposition et les populations exposées. L'IEM a pour but d'apporter une aide à la décision pour adapter la gestion des émissions d'une installation à l'état actuel des milieux potentiellement affectés. Elle aide ainsi à adapter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation à la sensibilité de l'environnement. Pour les installations existantes, elle contribue en particulier à adapter ces prescriptions à l'influence constatée des émissions existantes vers les milieux. Pour cela, on va faire un bilan de l'état actuel des milieux potentiellement affectés et on va tenter de répondre aux questions suivantes. Les émissions de l'installation ou d'activités anciennes ou voisines entraînent-elles une dégradation des milieux ? Si c'est le cas, cette dégradation locale compromet-elle la compatibilité des milieux avec leurs usages ? La caractérisation de l'état des milieux est basée sur des mesures de concentration des substances choisies précédemment, au niveau des populations et des usages susceptibles d'être affectés par les émissions de l'installation. Le choix des milieux et substances s'appuie sur le schéma conceptuel. On peut utiliser des résultats de mesures faites par l'industriel lui-même, sous sa responsabilité, ou par des gestionnaires d'activités voisines, ou par des organismes en charge de la surveillance des milieux. Des mesures complémentaires sont fréquemment nécessaires. De nombreux guides et normes décrivent les stratégies et méthodes à employer. La dégradation des milieux est évaluée en comparant les concentrations mesurées dans les milieux potentiellement affectés à des concentrations représentatives de milieux locaux non dégradés, à savoir l'environnement local témoin. C'est un environnement qui n'est pas affecté par l'installation étudiée, mais suffisamment proche pour être comparable. L'état initial, défini par des mesures réalisées avant le début de l'exploitation. Des gammes de valeurs usuelles issues des référentiels locaux ou nationaux. Lorsqu'une dégradation locale des milieux est constatée, on doit estimer dans quelle mesure cette dégradation peut compromettre la compatibilité des milieux avec les usages constatés. Pour ce faire, on va comparer les concentrations mesurées avec les valeurs de gestion relatives à la qualité des milieux. Celles-ci peuvent avoir été fixées par les autorités publiques, valeurs réglementaires, ou par des organismes d'expertise, valeurs guides. Elles permettent de conclure à la compatibilité ou l'incompatibilité des milieux avec un usage donné. En l'absence de valeurs de gestion, comme c'est souvent le cas pour les sols, on réalisera une quantification des risques à l'aide de feuilles de calcul appelées grilles IEM. Celles-ci permettent de calculer des indicateurs de risque, comme pour l'ERS, pour chaque substance et chaque usage concerné. Ces indicateurs sont comparés à des intervalles d'interprétation spécifiques à l'IEM pour conclure à la compatibilité ou à l'incompatibilité des milieux avec les usages constatés ou à la nécessité d'approfondir la réflexion, du fait des incertitudes, avant de conclure.
L'ERS prospective est un outil d'aide à la décision. Elle fournit des éléments d'appréciation concernant les impacts des émissions futures de l'installation sur les populations environnantes. Il s'agit d'estimer les risques sanitaires potentiels attribuables aux émissions futures de l'installation. L'ERS conduit à une caractérisation des risques sanitaires, c'est-à-dire au calcul d'indicateurs de risque, comme dans les grilles IEM, à partir d'une caractérisation des relations dose-réponse, les VTR recherchés dans la deuxième étape, et d'une caractérisation des expositions. La caractérisation des expositions sera cette fois basée sur des niveaux de concentration dans les milieux, estimés à l'issue des modélisations des dispersions atmosphériques et aqueuses, des transferts de substances émises vers les milieux d'exposition. La notion de scénario d'exposition permet une adaptation fine des calculs et modèles aux situations réelles et à une exposition de longue durée. Les scénarios doivent être adaptés aux populations exposées et décrire les individus les plus touchés, pour représenter de façon majorante l'ensemble de la population exposée. L'ERS permet d'obtenir, pour chaque substance pertinente, la dose journalière d'exposition par ingestion ou la concentration moyenne inhalée. On calcule deux indicateurs de risque, le quotient de danger, QD, et l'excès de risque individuel, ERI. Le QD caractérise la potentialité d'effet intervenant au-delà d'un seuil de dose, tandis que l'ERI caractérise la probabilité supplémentaire d'effets sans seuil liés à l'exposition considérée. Ces indicateurs sont calculés pour chaque scénario d'exposition et pour chaque substance. Dans tous les cas, les incertitudes attachées aux données utilisées à chaque étape de la démarche devront être discutées pour juger de la fiabilité des résultats et pour proposer ou demander si besoin des compléments visant à les réduire. Il est donc important de vérifier que les données et hypothèses utilisées sont bien disponibles et justifiées pour pouvoir juger de leur pertinence. La complémentarité des méthodes mises en œuvre permet de prendre en compte à la fois les techniques disponibles de réduction des émissions, le contexte environnemental et populationnel et le risque attribuable aux émissions de l'installation. Ainsi, l'ensemble des résultats vont ensuite contribuer à l'identification de mesures de gestion adaptées et proportionnées, visant à prévenir les risques sanitaires chroniques. Décision quant à l'acceptabilité d'un projet, maîtrise des émissions, techniques de réduction, conditions d'exploitation et valeurs limites d'émissions, contrôle des émissions et surveillance environnementale. Ces prescriptions seront inscrites dans les arrêtés d'autorisation ou les arrêtés complémentaires, conformément à l'article R512-8 du Code de l'environnement. Les critères d'acceptabilité et les suites à donner sont disponibles dans la circulaire du 9 août 2013. En conclusion, les résultats de l'évaluation des risques sanitaires permettent de juger de l'acceptabilité des émissions d'une installation existante ou d'un projet. L'IEM permet d'adapter la gestion des émissions à l'état actuel des milieux. Dans le cas d'une installation nouvelle ou d'un projet d'évolution d'une installation existante, les résultats ainsi obtenus seront utilisés pour la définition des prescriptions de l'arrêté préfectoral. Pour une installation existante, dans le cas d'une mise à jour ou suite à un impact avéré ou suspecté, ils seront employés pour adapter ou renforcer, le cas échéant, les mesures de gestion des émissions. Ce travail permet d'éclairer la prise de décision et la mise en place de mesures pour le contrôle des émissions et la surveillance de leur impact, dans un contexte d'incertitude scientifique et d'attente des populations locales.